On commencer, c'est bon? Écoutez, voilà, merci d'avoir respecté l'horaire de l'après-midi, alors que je sais que les débats, après surtout cette matinée, a été très riche encore tout à l'heure sur le patio. Permettez-moi d'abord, pour introduire cet après-midi et cette table ronde, de remercier particulièrement Caroline Gaborit, chef d'orchestre, engagée, on peut dire, et engagée, présente sur le terrain de la lutte des violences faites aux femmes, et notamment via l'association via Féminin, dont il a été question tout à l'heure. Et puis aussi pour animer aujourd'hui, et c'est très important pour moi, vous allez comprendre, et pour nous tous, d'animer la Maison des professions libérales et régionale pendant toute cette journée. Et je salue la présence de Thierry Claire, président de l'UNAPL régionale, et qui accueille donc son homologue que je suis, UNAPL pour la région d'Île-de-France. Et puis j'ai donc accepté, vous comprendrez sans hésiter, l'invitation de Caroline Gaborit, et à réfléchir aussi avec Daniel Morel à la construction de cette journée. Et puis dans cette réflexion, on a pris tout de suite la tâche avec Marie-France Irigoyen, que je remercie vivement d'avoir accepté d'intervenir, d'être avec nous. Vous l'avez rencontrée tout à l'heure, elle s'est exprimée et toujours très précisément. Et de l'avoir accepté parce que, effectivement, il y a une telle implication de Marie-France Irigoyen depuis l'origine, et notamment dans l'évolution, la création, le développement de la législation sur le harcèlement du travail. Elle a rappelé tout à l'heure à quel point, et ce sera notre sujet aussi de la table ronde de maintenant, à quel point il est important que la définition et que l'arsenal qui est mis en place intègre une approche globale, une approche médicale, psychologique, juridique, c'est ce qu'elle rappelait tout à l'heure. Et puis, elle a été très sensible, et je la remercie beaucoup parce que ça nous a beaucoup encouragés, à une approche aussi globale dans le fait que nous avons opté, et je pense que c'est normalement une des premières fois que ça se fait, nous avons opté afin de dépasser les cloisons disciplinaires, raison pour laquelle la Maison des professions libérales prend sens, beaucoup. Et puis aussi les cloisonnements des cercles de vie, la famille, l'école, le travail. Et on voit bien à quel point, en plus, ces univers, et on l'a vu, les ateliers ce matin, ont tout à fait bien révélé, les débats étaient intenses, et les comparaisons entre ce qui se passe à l'école, ce qui se produit, ce qui donc ensuite va se déplacer parce qu'il n'y a pas d'étanchéité. Et donc, cette interdépendance des univers fait qu'en effet, et je rejoins le propos à laquelle j'étais très sensible de Marie-France Irigoyen ce matin, c'est un fléau qu'il faut combattre, parce que cette violence, ces violences et ces formes de harcèlement subtiles, elle utilisait le terme de subtilité, et effectivement sont susceptibles de se glisser, de s'exprimer, de parvenir à des effets qu'on verra tout à l'heure, d'isolement, d'exclusion. Et je pense qu'effectivement, il faut être formé pour transformer. Ce sera un des sujets importants de cette table ronde, où nous allons donc, avec tous ceux qui ont accepté d'y participer, et nous allons voir deux cercles d'entreprise, et puis l'école, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure pour montrer à quel point ce lieu d'éducation à la société, nous vivons ensemble, il s'y joue beaucoup de choses, qu'il est important que dès ce moment-là, on apprenne. Alors, Magali Marais, merci, vous êtes docteur en sciences de gestion. Bonjour. Vous êtes professeur permanent à la Montpellier Business School, vice-présidente aussi du laboratoire de l'engagement. Et c'est ce qui fait que quand j'ai vu, quand je vous ai écouté, parce que vous partagez beaucoup, et c'est une des forces de votre engagement, je vous ai sollicité parce qu'en effet, il m'a semblé qu'il était important de commencer par s'interroger sur ce qui fait qu'on en est là dans les entreprises et à l'école. Et donc, c'est ce rapport que chacun entretient dans sa culture particulière et puis dans les cultures de l'école et de l'entreprise qui se développent. C'est ce rapport entre ces différentes identités qui
qui est essentiel, et vous avez accepté donc de nous expliquer en effet quel est ce qui se passe. Voilà. Et parce qu'on aura compris, ensuite, on arrivera mieux à prévenir et à traiter. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être me décaler, juste bouger au moins mon ordinateur une minute, juste pour pouvoir peut-être passer un peu les slides. Oui, même si c'est pas. Merci. Donc, ça va. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, merci beaucoup Bénédicte, et puis merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles qui organisent aujourd'hui cet événement absolument incroyable. C'est la première fois que je vois dans un événement sur cette thématique autant de disciplines qui sont représentées et autant de statuts des personnes qui accompagnent finalement la question des violences, la question du harcèlement. Et je trouve que ce sont des échanges absolument incroyables et je me sens très privilégiée de pouvoir être devant vous aujourd'hui, et ce à plusieurs titres. C'est que moi je suis enseignant-chercheur, donc je travaille directement déjà avec des jeunes, même si ce sont ceux de l'enseignement supérieur. École, puisque j'ai été présidente d'une association qui s'appelle l'École du Monde, acteurs en éducation. On essaie d'aller voir ce qui se faisait notamment sur des questions de violence et de harcèlement à l'école dans les pays du monde. Et puis aujourd'hui, je suis aussi intervenante en entreprise, donc vraiment au milieu de la sphère, de différentes sphères d'activité, différentes identités. Et puis par ailleurs, je suis aussi maman et compagne, donc tout ce dont on a parlé ce matin finalement se rencontre, et on voit aujourd'hui que les frontières sont beaucoup moins poreuses qu'elles ont pu l'être à un moment donné, et que tous les sujets qu'on évoque finalement traversent les champs, comme le disait très justement Bénédicte, et bien de l'école, de l'entreprise et du vivre ensemble de manière plus large. Je fais aussi partie d'une chaire de recherche qui travaille justement sur des questions d'inclusion et d'engagement sociétal au travail. Et puis le laboratoire de l'engagement, c'est davantage pour étudier, là c'est pas pour moi mais c'est pour la structure, les formes d'engagement multiples au service du bien commun, et de voir comment on maintient aussi l'énergie de chacun et de chacune à porter des projets sociétaux qui font sens. Voilà. Alors, sur la question du harcèlement et des violences en entreprise, et plus généralement dans le monde du travail, en fait, c'est un sujet qui s'est imposé à moi quand j'ai commencé à enseigner et à accompagner aussi des étudiants et des étudiantes, mais aussi des chefs d'entreprise, où je me suis rendu compte finalement de la prédominance et de l'importance de ces questions-là dans le monde de l'entreprise. Bon, à l'époque, j'étais jeune professionnelle, ça ne veut pas dire que j'étais avertie de ces questions-là, mais je crois que c'est quand on les touche du doigt et quand on fait vraiment la rencontre de ces problématiques sur le terrain qu'on se rend compte qu'elles existent, qu'elles sont récurrentes, qu'elles sont fréquentes, et surtout, on n'a pas toujours les outils pour pouvoir les traiter et les accompagner au mieux. Moi, j'ai accompagné des cas d'étudiantes, et j'en accompagne encore, par exemple, dans mon école, qui subissent du harcèlement étudiant ou étudiante, d'ailleurs, que ce soit dans le cadre de l'école, soit dans leur univers professionnel, puisqu'on a beaucoup de politiques d'alternance, et on voit que ce sont des problématiques très importantes, même si on a encore du mal à les reconnaître comme telles. Alors, on y reviendra, mais il y a un phénomène de déni extrêmement puissant par rapport à ces questions. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu de questionner l'évolution de la relation au travail dans la société et quel lien avec les violences et le harcèlement en entreprise. Et vous ne serez pas surpris, je prendrai aussi certains partis pris. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur toutes ces questions-là, mais c'est ce que ma pratique me dit aussi comme enseignement, et c'est ce que j'ai aussi envie de partager avec vous aujourd'hui, même s'il y a certains points sur lesquels, bien évidemment, on peut débattre. Alors, la première chose, alors il y a des enquêtes officielles qui existent effectivement sur la question des violences et du harcèlement en entreprise et dans le monde du travail en général, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise, quand on parle de monde du travail, on parle de l'entreprise, mais il y a plein de formes de travail, ce n'est pas juste le monde de l'entreprise. On a effectivement des chiffres qui font peur, et à mon avis en plus, ce sont des chiffres qui parfois sont potentiellement sous-estimés. Je m'explique. On a des chiffres qui disent qu'une femme sur 5 ou un homme sur 7 se déclarerait avoir vécu une forme de violence, sous toutes ses formes, dans le milieu du travail. Alors, on sait que quand la violence est déclarée, elle est souvent déjà une forme forte, on en parlait ce matin, et que beaucoup de formes de violence du quotidien, telles que justement des blagues, des choses qu'on ne considérerait pas nécessairement comme des formes de violence, des propos racistes ou des propos genrés, comme on peut avoir très souvent, ne sont pas déclarés, peut-être même dans ces études. Donc, nous, avec mes collègues, on a mené une étude au sein de notre chaire de recherche sur la question justement de ces violences sous toutes ces formes au travail, et malheureusement, on tombe sur des chiffres plus élevés, et toutes sphères d'activité confondues, et tout domaine d'activité, même si on le verra tout à l'heure, certains domaines d'activité ou certaines professions sont plus concernés que d'autres quand même. Voilà. Mais pour autant, ce sont des chiffres importants qui nous interpellent vraiment sur la place de ces violences dans nos organisations
sur leur cause, bien évidemment, mais de manière encore plus importante sur ce qu'on peut faire pour essayer de les prévenir et puis d'accompagner, bien évidemment, les personnes qui en sont victimes. On a parlé ce matin. Juste quelques rappels juridiques, hein, mais c'est quand même important de le souligner. La responsabilité, finalement, de la question des violences et du harcèlement incombe tout de même à l'employeur, hein, même si parfois on a un phénomène de déni de la part d'un certain dirigeant sur cette question-là. Mais ils sont pourtant les premiers à devoir être garants, finalement, de l'absence de violence ou de situation de harcèlement sur le lieu de travail, mais pas que, hein, puisqu'on verra aujourd'hui qu'on a aussi une porosité de plus en plus grande entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et là, la question de la responsabilité se déplace un peu. On le verra, hein, justement, dans des situations de télétravail, etc., où on a une porosité beaucoup plus grande encore entre la sphère professionnelle et la sphère professionnelle, et donc une responsabilité encore un petit peu différente sur la question de la responsabilité de l'employeur. Donc l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, mais pas que, et de manière générale endosse une responsabilité importante en matière de prévention de la santé et de la sécurité au sens large, finalement, des collaborateurs. Alors, on évoque souvent la question, quand on parle du harcèlement ou des violences en entreprise, de se dire finalement, est-ce qu'il y a, j'entends beaucoup, il y a plus de violences qu'avant. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. On se dit, mais c'est pas normal, aujourd'hui, on en entend parler partout, c'est compliqué, il y a beaucoup de violence, etc. Et c'est un propos qu'on a déjà entendu ce matin, mais finalement, moi, mon interprétation de ce phénomène, et encore une fois, on peut ne pas être forcément d'accord avec ça, mais c'est que malgré tout, on a une évolution, Marie-France Irigoyen le soulignait ce matin, une évolution de la perception, finalement, de la violence dans la société, mais aussi en entreprise. Et pour moi, c'est tant mieux. Je prends aussi là-dessus, c'est de dire, il y a des comportements qui autrefois étaient acceptés, acceptables, possibles, faisables, institutionnalisés dans certaines structures, et qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais paradoxalement, certains qui auraient pu être condamnables aussi il y a quelques années reviennent sous des formes plus subtiles, hein, comme évoquait Marie-France Irigoyen. Et là, on peut se poser la question, finalement, de qu'est-ce qui fait que des formes de violence physique peuvent être plus facilement condamnées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient potentiellement à l'époque. Mais qu'est-ce qui fait paradoxalement qu'on a une forme de légitimation aussi, voire de banalisation de certaines violences d'ordre moral, avec justement des cas de harcèlement moral qui, eux, par contre, augmentent sur des formes plus subtiles. Et on peut effectivement se poser cette question. Donc, la question des normes et du seuil de tolérance est une question individuelle, mais elle évolue aussi sociétalement. Et bien évidemment, par contre, elle prend de nouvelles formes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. On a parlé beaucoup des enjeux de cyberharcèlement. C'est aussi un enjeu dans le monde du travail. Ce n'est pas qu'un enjeu dans le domaine de l'école, etc. Et puis, on a aussi dans le monde du travail cette question de la porosité, finalement, des sphères de vie personnelle et professionnelle, avec des pratiques de travail à distance, de remote working, des collaborateurs qui ne viennent plus sur leur lieu de travail, qui se retrouvent eux-mêmes de fait potentiellement en situation d'isolement par l'exercice de leurs fonctions, et avec des pratiques aussi qui peuvent se déplacer ou en tout cas évoluer. Donc, on a vraiment une évolution de cette perception de la violence. Alors, les études qui essayent finalement d'écrire ou d'expliquer pourquoi on a des phénomènes de violence dans le monde du travail, ou en tout cas pourquoi on en a plus dans certains endroits que dans d'autres, alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent effectivement l'expliquer. Déjà, tout le monde n'est pas concerné avec la même importance à cette question des violences et du harcèlement. Même si c'est potentiellement quelque chose qui peut concerner tout le monde, on a quand même des personnes, des catégories de personnes qui sont plus facilement visées pour ce type de forme de violence ou de harcèlement. On évoquait effectivement, par exemple, les femmes à travers la question du genre, mais on retrouve finalement une porosité avec tous les facteurs de discrimination. On parlait aussi ce matin de la question du handicap. Et bien oui, on a plus de risques d'être victime de violences et de harcèlement quand on croise finalement la situation qu'on occupe dans une entreprise avec des critères de diversité, qui soient la question du genre, la question du handicap, d'autres formes, des critères, par exemple, d'appartenance ethnique, etc. Eh bien, on a une fréquence beaucoup plus importante, parfois 10 fois supérieure, d'être victime, effectivement, de violence ou de harcèlement sur son lieu de travail. Alors, au-delà de ça, il y a aussi la position hiérarchique qui joue quand même si on a des conflits de harcèlement ou de violence entre pairs, bien évidemment, ou du bas vers le haut de l'entreprise. On voit là aussi qu'il y a une prédominance forte, quand même, d'abus de pouvoir, ou en tout cas d'abus de position hiérarchique, et que la fréquence, finalement, des violences du harcèlement concerne davantage, finalement, des personnes en position inférieure de position hiérarchique que des personnes en position supérieure, même si, encore une fois, on ne fait pas de généralité.
Et enfin, des manières de travailler ou des postes qui finalement donnent des occurrences plus importantes de violence, hein, comme par exemple les horaires décalés, le contact avec le public, ou encore des professions qui sont davantage exposées à la violence, comme par exemple les chauffeurs de taxi, les professions médico-sociales, les travailleurs sociaux, etc., qui sont des professions qui sont mécaniquement plus affectées finalement par des questions de harcèlement et de violence de manière générale, même si, encore une fois, cette question peut concerner tout un chacune dans le cadre de l'exercice de son travail. Il y a aussi autre chose qui explique finalement cette question de la violence ou du harcèlement en situation professionnelle. Alors moi, j'appelle ça, on en a parlé aujourd'hui, des mécanismes de domination ou de légitimation de la violence en entreprise. On a parlé ce matin de violence institutionnalisée, c'est-à-dire quand la violence devient acceptable pour l'organisation dans laquelle on travaille. Pour moi, ça me paraît un point absolument essentiel parce qu'on sait que ces mécanismes-là peuvent être institutionnalisés. Parmi ceux-là, je vous en ai mis plusieurs. Certains sont intuitifs, on y pense très vite, d'autres beaucoup moins. Mais on a des mécanismes qui créent la violence en entreprise. Le premier, par exemple, ça peut être la domination par le clan. Se conformer à des petits groupes ou en subir les conséquences. Donc là, avec des questions culturelles ou identitaires. De manière surprenante, des politiques très fortes en entreprise de valeurs d'entreprise ou de culture d'entreprise peuvent conduire à de l'exclusion et donc à des formes également de violence et potentiellement de harcèlement également. Il y a des mécanismes de domination liés à la loi du plus fort ou à la peur, notamment sur des questions de crainte de licenciement, de rivalité, de jalousie ou de dénigrement, qui là peuvent être liés à des positions hiérarchiques, mais pas que, des mécanismes de domination qui sont liés à cette loi du plus fort. Et puis, comme je vous le disais, un renforcement également sur des critères qui sont liés à toutes caractéristiques de diversité, comme par exemple des phénomènes de domination patriarcale ou des phénomènes de domination ethnique, de tout type, par ailleurs, dans certaines organisations, mais qui peuvent poser problème. Plus surprenant parfois, mais je l'ai remarqué beaucoup dans les entreprises avec lesquelles je travaille, des formes de domination par les règles aussi, à travers une certaine forme d'instabilité des règles et d'inéquité. Ça peut paraître bizarre, mais des règles qui sont censées protéger peuvent parfois créer de l'inégalité, de l'inéquité et de la violence, notamment par des situations d'injustice d'application de ces règles qui peuvent finalement créer des situations d'inéquité très fortes, de perception d'injustice qui peuvent conduire à des mécanismes de réaction ou à de la violence. Et enfin, une domination par la performance, on y reviendra, qui sont présents dans beaucoup d'entreprises avec lesquelles je travaille, où on a des objectifs inatteignables, des injonctions contradictoires, une dose de stress et de pression importante, qui créent épuisement, stress, cynisme, voire apathie, et qui sont tout autant de ressorts ou de lits en fait, pour l'expression de la violence, même si celle-ci préexiste parfois dans certaines situations. Encore une fois, ces mécanismes ne sont pas créateurs nécessairement de violence isolément, mais poussés à leur extrême, en tout cas, ils peuvent l'être. Donc on a aussi, et ça c'est peut-être l'évolution finalement de l'intensité du harcèlement moral sous sa forme plus subtile, on a vraiment quand même une nouvelle rupture parfois dans certaines entreprises du contrat psychologique avec des salariés qui reportent, quand ils ont été victimes de harcèlement moral notamment, une forme de dégradation des relations de travail, de manque de reconnaissance, de pression, d'objectifs et de rentabilité, d'injonction paradoxale. Alors quelqu'un évoquait tout à l'heure la notion de coopétition, c'en est une en soi. Non seulement on doit être en compétition avec ses collègues, mais en plus on doit apprendre à coopérer. C'est pas facile et c'est potentiellement générateur aussi de tension et de violence que de se confronter à ce type d'injonction. L'ennui parfois, et puis surtout quelque chose qui est très important pour moi, une forme de dilution des collectifs et finalement d'isolement des personnes ou des victimes quand on se retrouve en situation de harcèlement ou plus largement en situation de violence. Donc une forme de détérioration du vivre ensemble. Je voulais insister sur le fait que ce sujet reste profondément tabou. Nous, les dirigeants avec lesquels on travaille, très souvent nient ce phénomène-là. Alors, des mécanismes de déni où les dirigeants souvent nous disent « mais tout va bien, on n'a pas de cas, on n'est pas concerné par cette problématique et le sujet est clos ». Et là, l'obligation de moyens s'arrête là, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller visiter plus loin. Des mécanismes de déresponsabilisation aussi, en disant mais finalement c'est un problème individuel, la question du harcèlement, c'est un problème pathologique, mais c'est pas un problème organisationnel. Or pour moi, les phénomènes de harcèlement en entreprise ou de violence ne durent et ne perdurent que si l'organisation permet la durée et la persistance de ces phénomènes. Un phénomène isolément peut arriver partout. En revanche, des phénomènes répétés qui perdurent et qui se renforcent n'existent que par le contexte organisationnel permet de le légitimer. C'est-à-dire que les collègues n'osent pas réagir,
les victimes n'osent pas parler, les règles ne permettent pas de se défendre. Il y a une sorte d'omerta finalement qui parfois vient des procédures, hein, finalement du fonctionnement lui-même, et qui empêche finalement les personnes de pouvoir finalement dénoncer ce qu'elles auraient à dénoncer. Et un phénomène d'anticipation craintive sur lequel je voudrais revenir. On a parfois peur que si on commence à demander aux gens ce qui ne va pas ou ce qui va bien pour eux au travail, qu'on va se retrouver avec une forme de pancarte MeToo placardée sur son bureau, etc. Et je me demande parfois de quoi ces managers ont peur, c'est-à-dire pour ne pas oser finalement demander à leurs collaborateurs comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Parce que s'ils ont peur à ce point, je me dis c'est quand même assez dramatique, parce que si on n'ose pas demander à un collaborateur comment ça va et comment ça se passe dans sa relation hiérarchique, imaginez l'état des relations hiérarchiques potentielles dans l'entreprise que l'on étudie. Donc très rapidement, parce que je suis là juste pour donner le contexte et puis pour pouvoir ensuite échanger après avec mes collègues, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que chaque collaborateur ait le sentiment que l'environnement de travail dans lequel il œuvre, quel qu'il soit, soit protecteur et puis qu'il donne à chacun la possibilité d'agir. Voilà. Moi, je ne compte plus le type de situation dans lesquelles on voit des collègues se faire harceler, on voit des personnes en situation de violence, rien ne se passe et on ne peut pas agir soi-même. On a tout le sentiment qu'on ne peut pas agir soi-même. J'aimerais juste souligner qu'au-delà des conséquences dramatiques que ça peut avoir sur les individus, même en termes de performance managériale pour les plus pragmatiques d'entre nous, je vous dis, le sentiment de non-confiance qui réside après dans l'entreprise et de non-adhésion finalement à son management est absolument colossal. Il y a aussi des répercussions très fortes sur le mode de fonctionnement de l'entreprise et sur sa performance in fine. Donc l'importance de libérer la parole et attention aussi aux injonctions à l'autonomie. L'autonomie c'est bien mais sans protection c'est compliqué. Et aujourd'hui on a un peu cette tendance à libérer finalement les mécanismes de travail sans jamais penser au socle protecteur qu'on va pouvoir donner et redonner aux collaborateurs. Et voilà. Donc, un mot d'ordre pour moi, donc c'est aussi, on en parlait ce matin, c'est un univers du travail qui est à réinventer. On est dans une période importante et nécessaire de transformation, parfois dans certaines organisations. Pourtant, on n'accompagne pas toujours les équipes et les individus au changement. Ça, c'est mon avis. On a une injonction à ralentir aujourd'hui. Ça, c'est ma perception des choses. D'abandonner, si c'est possible, dans certaines organisations, la culture du toujours plus. Il en va d'un enjeu de santé mentale des collaborateurs, mais aussi de résilience de nos organisations. À force de vouloir être optimal à court terme, on détruit tout ce qui faisait force et collectif sur le long terme. Et puis, de manière générale, remettre au cœur de ce questionnement le sens et la place du commun dans les entreprises, puisqu'on se rend compte que la plupart des collectifs sur lesquels on pouvait s'appuyer ont parfois disparu. Or, moi, personnellement, je ne crois qu'aux collectifs pour dénoncer ce type de pratique en entreprise. On échangeait avec certains d'entre vous ce matin. Je ne pense pas qu'une personne isolément puisse faire grand-chose sur cette question, mais que par contre, la force de nouvelles formes de solidarité et de coopération dans et à l'extérieur de l'entreprise peuvent, elles, apporter par contre la manière de dénoncer et de soutenir. Et un mot d'ordre anticipé. Organiser bien évidemment la prévention et surtout les nouvelles formes. Et je voudrais juste terminer sur un dernier mot. On en parlait. Je crois qu'on n'imagine pas souvent à quel point la gravité du harcèlement au travail, les conséquences que ça peut avoir. Moi, j'ai accompagné 5 étudiantes en situation de harcèlement dans leur situation d'alternance. On ne s'en remet pas comme ça. 5 ans de harcèlement moral, le harcèlement moral au travail, ça veut dire pour elles, en tout cas celles que j'ai accompagnées, 2 ans et demi d'arrêt complet de leur possibilité d'exercer dans toute activité professionnelle. Donc si je dis ça, c'est pour montrer aussi l'ampleur et l'implication de ces formes de harcèlement. Ce n'est pas un burn-out dont on se remet parfois, et encore que le terme burn-out est dévoyé, ce n'est pas quelque chose dont on se remet en 10 jours, c'est parfois impactant pour une vie professionnelle entière, notamment quand on est jeune, mais pas que. Donc voilà, je voulais aussi insister sur l'anticipation et la vigilance qu'on peut avoir par rapport à ce type de pratique, également dans le contexte de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces clés, parce que c'est autant d'éléments qui vont être maintenant sur lesquels chacun des intervenants va pouvoir rebondir comme il le souhaite. Alors, je vais vous présenter la table ronde, parce que comme ça, vous verrez à quel point on a fait un effort pour qu'il y ait en effet une interdisciplinarité. Alors, Christelle Martinez, qui est directrice du développement région-entreprise chez EDF, Languedoc-Roussillon. Et ce qui est intéressant, en plus, dans votre profil, c'est que vous avez occupé pendant 7 ans une fonction de directrice des ressources humaines. Donc, vous connaissez bien le terrain et ça sera extrêmement intéressant. Mais Kim Young-Paya, on ne la présente plus nécessairement, mais quand même, je le fais. Elle est avocate, elle est membre du Conseil national des barreaux.
ancien membre du Conseil national des barreaux. Elle est à la fois une actrice en tant qu'avocate aux côtés des entreprises. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans son profil, c'est qu'elle est à l'origine de la création d'une association à Paris qui vise à la protection et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc, un regard là aussi qui est déjà très intégré de disciplines différentes. Bonjour, Éric Cozard. Éric Cozard, vous êtes, merci d'être avec nous, vous êtes médecin du travail et président donc, de la Société régionale des médecins du travail de Montpellier. Je sais, parce que j'étais très sensible à l'entretien que j'ai eu longuement avec vous, ça fait très longtemps que vous êtes sur ces problématiques, vous avez vécu, vous avez vu des interférences et tout ce qui peut poser problème, et puis tout ce qui peut constituer également des leviers, on y reviendra parce que c'est positif, cette table ronde. Et puis, merci beaucoup également à Christine Adamopoulos-Bonnel. Je me suis dit, mais comment est-il possible de faire cette table ronde si nous n'avons pas un référent? Et donc, j'ai demandé à Christine, qui a été nommée référente harcèlement, de venir témoigner, et vous verrez que c'est intéressant de voir comment un référent en fonction, à quoi il est confronté, comment il est formé, comment il va réussir à exercer un rôle, et encore, il faudrait qu'on comprenne bien le rôle. Et puis, Gabriella Quero, pardon. Et Gabriella, je suis très, très ravie, parce que c'est last but not least, Gabriella est coach, elle accompagne les victimologues, elle accompagne donc les victimes. Donc elle accompagne les victimes et elle forme ceux qui aussi doivent accompagner. Et vous avez entendu de tous les témoignages qui ont eu lieu depuis le début de la journée, à quel point l'écoute, sans écoute, donc l'écoute est importante. L'empathie, on verra, elle est enseignée dans les écoles maintenant, on l'a vu tout à l'heure. Donc l'empathie, il faut savoir, il faut le vivre, il faut le sentir, il faut avoir envie d'avoir de l'empathie. Et donc, voilà, Gabriella, c'est tout ça qu'elle enseigne. Et puis aussi, Gabriella, elle a conduit, elle est très engagée, elle a conduit un programme européen pour l'éducation à l'école. Et on y reviendra tout à l'heure. Merci. Alors, pourquoi je disais que c'était positif? Mais je disais c'est positif parce que finalement, il ne faut pas oublier les objectifs. Enfin, vous avez fini par le sens, mais vous avez raison. Moi, je commence par la vision. Et donc, la question, c'est quelle est la vision qu'on a de cette entreprise? Et donc, l'entreprise, c'est quand même un lieu où on va travailler. L'école, c'est un lieu où on va travailler. Et travailler, c'était le rapport au travail. Et travailler, ça doit épanouir. Et donc, c'est profondément ça qu'on doit apprendre à l'école, et c'est ça qu'on doit apprendre après dans l'entreprise. Il faut avoir envie d'aller au travail, il faut savoir où on va, pourquoi on le fait, et être heureux. Et donc, c'est tout ça à quoi chacun d'entre vous, vous êtes tous là, vous œuvrez pour essayer d'identifier ce qui ne va pas, et puis voir tous ensemble comment on va faire ensemble, en sorte que les leviers se mettent en marche. Alors, je vais commencer par le début, un état des lieux contextualisé. J'en ai choisi 3 d'entre vous. Et Christelle Martinez, bien voilà, je pense que vous êtes particulièrement bien placée parce qu'en plus, vous êtes dans une association engagée localement. Donc, vous voyez d'autres entreprises. Donc, en plus, vous êtes non seulement témoin de votre expérience personnelle de chef d'entreprise, de dirigeante, mais aussi, vous savez un peu ce qui se passe plus globalement. Donc, donnez-nous un peu la température générale, s'il vous plaît. Bon, d'abord, effectivement, je suis ravie d'être là. Donc, travailler, intervenir dans ce genre de choses, ça amène aussi de l'épanouissement. Donc, c'est le côté positif de la chose. Je me présente rapidement. Donc, j'interviens cet après-midi à double titre. Le premier, c'est comme l'a souligné Bénédicte, je représente le groupe EDF, qui est un groupe qui est fortement engagé dans tout ce qui est lutte contre toutes les violences en règle générale. Et ça fait déjà plus de 10 ans, nous, qu'on a mis en place des accords dans le cadre de notre plan d'action santé-sécurité autour de toute forme de violence. Et la violence sexuelle, c'est de la violence. Le harcèlement, c'est de la violence. Et pour nous, ça n'est pas acceptable. C'est considéré comme un risque professionnel. Et on l'a vraiment intégré dans notre plan santé-sécurité qui, pour une entreprise comme EDF, vous devez bien vous douter que la santé-sécurité, c'est quand même hyper important. On est une entreprise de techniciens. Donc, le message était déjà très fort d'intégrer ça dans notre accord égalité professionnelle, mais pas que. On en fait vraiment un plan d'action autour de la santé-sécurité de nos collaborateurs.
Donc, voilà, la première chose. Et j'interviens aussi au titre de ma fonction plus bénévole de vice-présidente de Facero, dont Michel Tisser, qui est là depuis ce matin et que tout le monde connaît à Montpellier, est présidente. Et donc, Facero est une association qui lutte contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination. Et toutes les violences qu'on fait, des violences sexistes, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, c'est de la violence, c'est de l'exclusion et c'est de la discrimination. Et Facero est très impliqué dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a lancé des groupes de travail pour permettre d'élaborer des supports, des kits de com, de la communication et des supports de prévention qu'on souhaite mettre à disposition de tous les patrons de PME de notre réseau. Parce que c'est comme le soulignaient Bénédicte et Magali, c'est pas facile d'appréhender cette problématique-là quand on est chef d'entreprise. Très franchement, même chez nous à EDF, qui sommes une entreprise à ADN, avec une action et une politique RSE très forte, tout le monde connaît EDF et son engagement, c'est pas toujours simple que d'aller voir les directeurs régionaux, d'aller voir les ressources humaines et leur dire il y a un souci dans notre entreprise, il faut faire quelque chose. Donc, cette prévention et cette sensibilisation que l'on a portée au niveau de FACE, on a décidé de travailler de façon collective. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la lutte, enfin dans cette thématique-là, c'est qu'on travaille ensemble. C'est un sujet qui rassemble et qui regroupe toutes les entreprises. Moi, j'ai le plaisir de travailler au sein de FACE avec Engie. C'est un exemple, hein, je vous donne mon vécu, qui est le concurrent d'EDF quand même. Et bien, sur ces sujets-là, on travaille ensemble, on échange ensemble et on collabore. Parce que, comme le soulignait Magali, c'est vraiment ce côté collectif qui nous fera vraiment avancer et s'améliorer tous ensemble. Donc voilà pourquoi j'interviens cet après-midi. Quelques petits chiffres rapidement. Donc il y a eu des enquêtes nationales et il faut savoir que les enquêtes EDF a la vertu d'être représentatif de la population française. C'est une vieille entreprise où on a on représente la population française en règle générale. Et chez nous, par exemple, on a fait une enquête sur le harcèlement, le sexisme au travail. Et aujourd'hui, on a au moins 2/3 des collaborateurs et collaboratrices qui estiment avoir subi du sexisme ordinaire durant tout au long de sa carrière professionnelle. Ça fait 2/3 des personnes. C'est quand même énorme et ça n'est pas acceptable. On a aussi, selon l'Observatoire de l'égalité professionnelle, des chiffres, moi, qui m'atterrent un peu, où on a 1/3 des femmes qui annoncent avoir déjà été confrontées à des cas de harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. Vous l'avez peut-être... Alors, désolée, j'étais pas là ce matin, peut-être que vous en avez parlé, non? Donc, c'est pas 2%, c'est pas 4%, c'est vraiment des sujets importants. Pourquoi on subit cette violence-là? Parce que, comme le soulignait Magali, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'on passe un cap, c'est-à-dire qu'on commence enfin à dire que ça n'est pas acceptable. Et que pendant des dizaines et des dizaines d'années, dans le monde de l'entreprise, c'était culturel, c'était accepté qu'on puisse rigoler un peu sur le fait que toi, tu es une femme, toi, tu es un homosexuel, toi, tu es un noir. Enfin, c'est pas, hélas, que les femmes, même si ça concerne beaucoup la population féminine. Donc aujourd'hui, on commence enfin à dire que ça n'est pas possible. Sur le nombre de victimes donc de violences sexuelles et sexistes au travail, je lis parce que j'ai quelques notes, selon l'Observatoire international du sexisme au travail, c'est ça, entre 2010 et 2016, on n'a pas de statistiques plus récentes, le nombre de victimes a augmenté de 50%, on est passé de 25 000 à 50 000 personnes qui ont annoncé avoir été victimes d'une violence sexuelle ou sexiste au travail. C'est quand même énorme, c'est loin d'être marginal. Donc on voit qu'il y a vraiment ce sujet-là aujourd'hui qui existe depuis toujours, dont on commence enfin à entendre parler aujourd'hui. Et pourquoi on en entend parler? C'est qu'à mon sens, d'abord depuis 2015, on ose parler de sexisme. On a aujourd'hui, je crois, pas mal de représentants de la profession d'avocat. Depuis 2015, dans le Code de travail, on a enfin intégré le mot de sexisme.
Avant, c'était pas du sexisme, c'était de la rigolade. Ou c'était, bon, je me suis un peu, comment dirais-je, déviée, ou excusez-moi, oups, j'ai fait une bêtise, j'ai essayé de l'embrasser, je savais pas qu'elle n'était pas consentante, ou je rigole un peu grassement sur certaines choses. Donc, il y a, je pense, hein, la loi qui fait, enfin, tout ce qui est juridique qui fait son job, de dire maintenant ça suffit. Ensuite, je pense qu'il y a des grandes entreprises comme les nôtres, hein, comme EDF, ou pas que, hein, il y en a bien d'autres aussi, qui ont les moyens de pouvoir lancer quelque chose, parce que souvent, les petites entreprises, le patron de PME, il n'a pas les moyens, il n'a pas le temps, il a aussi, c'est un peu compliqué pour lui de reconnaître ça. Et donc, on a cet élan de grandes entreprises qui ont commencé à fortement communiquer, hein, sur de la com, sur des choses comme ça, en disant maintenant c'est inacceptable et on n'en veut plus. Et le mouvement MeToo, je pense, ou Balance ton port, a vraiment été un révélateur, c'est-à-dire que pour nous les femmes, excusez-moi messieurs, quand on voit une actrice magnifique, gagnant beaucoup d'argent, qui a le pouvoir et qui dit « j'ai été harcelée, j'ai été victime de violence », et ben, les personnes les plus communes, comme moi, ça nous a permis de nous dire « oui, c'est pas normal. Si ça leur arrive à elles, moi j'ai le droit de dire que ça m'est arrivé à moi et que c'est pas normal. » Et je trouve que cet élan de fond est une force folle qui va nous permettre de pouvoir continuer à avancer, travailler. Et cette prise de conscience, elle est là, il faut en profiter. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que merci beaucoup de ce témoignage riche, en plus la sortie de chiffres, qu'on retrouvera. Hein, par ailleurs, on donnera les liens, bien sûr, pour partager, parce que je pense que c'est un maître mot. Partager, en parler. Et c'est intéressant sur quoi justement vous finissez, c'est-à-dire c'est la culture collective, hein, parce que finalement, ce qui se passait dans certaines cultures sectorielles, particulièrement, mais finalement, il y a un effet là. C'est plus entre nous, c'est normal, c'était la culture, c'est le secteur. Donc ça, je pense que ça aussi, c'est important, finalement, on dépasse les secteurs pour que ça devienne une histoire commune. Alors, je lisais un article tout à l'heure, Kim, j'avais trouvé, et le droit dans tout ça, mais finalement, est-ce qu'on peut compter dessus? Alors, donc, quel est le rôle du droit? On a senti là tout à l'heure qu'il y avait une transition qui se faisait. Oui, moi je suis assez étonnée quand j'entends le monde de l'entreprise, comme si c'était une bulle, et évidemment il n'y a pas le monde du droit. Si, le monde du droit, à côté de l'entreprise, il y a la loi. Tout à fait. Les agressions sexuelles sont sanctionnées, c'est un délit, ça peut être un crime aussi. Les propos sexistes aussi, depuis longtemps, depuis un certain temps maintenant en tout cas. Pardon, j'ai pas de micro. Ouais. Oui, donc je disais que parce que souvent je suis étonnée quand on dit, on parle du monde de l'entreprise, mais je suis harcelée au sein de mon entreprise. Alors moi je parle du harcèlement sexuel et sexiste. Je laisse tomber le harcèlement moral puisque ça existe depuis. Enfin, il y a des lois qui existent depuis très longtemps. En tout cas, l'employeur a un devoir de sécurité depuis fort longtemps, en tout cas en matière de harcèlement moral. En matière d'agression sexuelle, en matière de propos sexistes, en matière de violence par les mots aussi également, il faut savoir qu'en dehors du monde de l'entreprise, parce que nous, on est des petites entreprises, nous, les professions libérales, on n'a pas forcément le gros staff, là, aller voir un comité, après des kits de repérage, etc. Et souvent, dans nos cabinets libéraux, on n'est pas beaucoup. Donc, justement, j'alerte sur le fait qu'il y a aussi derrière, il y a quand même il y a le monde, il y a la police, il y a vraiment le droit qui existe et qu'on peut aller porter plainte, et on peut se plaindre aussi. Donc ça, c'est dit, c'est fait, bon, mais dans un monde idéal, parce que souvent, c'est un peu compliqué, parce qu'il manque des preuves, parce que si vous travaillez, vous n'êtes que 3 dans l'entreprise, et vous l'avez justement souligné, ce qui compte, justement, c'est cette communication dans l'entreprise, et dans cette ambiance, justement, qui fait qu'il y a quand même une petite solidarité, une grande solidarité, et qu'on se dit, je pense que c'est l'éducation au sein de l'entreprise, se dire, ça, c'est pas bien maintenant. Et éduquer, pourquoi? Parce que vous parliez justement du harcèlement moral, mais il faut savoir, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Vous, madame, vous le savez, vous allez nous en parler, c'est que quand même depuis janvier 2019, toutes les entreprises, donc même nous, les cabinets, on n'a plus de... À partir du moment où on avait des délégués du personnel,
à partir du moment où il y a 10 salariés, on se doit de désigner au sein de notre cabinet, en tout cas, un référent harcèlement sexuel qui est donc choisi au sein du Conseil social et économique. C'est peut-être important juste de redire juste la règle, parce que on n'a pas l'impression que ce soit... On n'a pas l'impression que cette règle soit vraiment perçue. On a l'impression même que peut-être il y a une erreur de chiffre, éventuellement. Moi, j'avais eu ça comme remarque. On dit, mais non, c'est une erreur. Donc, effectivement, c'est les entreprises de plus de 10 salariés. C'est-à-dire que tout de même, c'est beaucoup d'entreprises. Voilà, et ça, c'était... C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'en plus, en fait, souvent, dans ce comité social-économique qui était en fait avant l'ancien comité d'entreprise, puisque c'est les anciens chiffres, en fait, les seuils des délégués du personnel, on se retrouve en fait à 2 personnes. Il y aura un délégué salarié et le patron ou la patronne. Et donc, en son sein, qui va être le référent en général, c'est souvent la patronne ou le patron. Donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, ce que je voulais aussi insister, puis je passerai la parole, parce que je ne vais pas trop parler, mais le droit, il est là, en tout cas, il existe. Et en plus, le référent, il doit être formé aux violences sexuelles et sexistes. Et en dehors, justement, ça ne concerne pas que les salariés. Ça concerne aussi les stagiaires qui vont venir, ceux qui veulent aussi frapper à la porte du cabinet pour, par exemple, vous avez passé une annonce, vous voulez recruter. Ça doit être affiché dans les locaux. Les textes de loi qui réprimandent justement le harcèlement sexuel sexiste et les propos sexuels et sexistes doivent être affichés dans les cabinets. Merci à cette représentante de la profession d'avocat. C'était important pour incarner le droit. Et effectivement, ce qui est quand même important et qui m'a bien compris dans ton propos, c'est le droit existe, mais on sait que ce qui est important, c'est qu'il soit effectif. Et que pour qu'il soit effectif, c'est à chacun d'entre nous, pas seulement... C'est à chacun d'entre nous de le mettre en œuvre. Et là, c'est une autre avocate qui s'exprime, et avec beaucoup de conviction. Le droit, il peut être écrit. Il n'y a rien à faire, il faut le faire vivre. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Eric Ozar, maintenant, je me tourne vers le médecin du travail. Un médecin du travail donc, qui est à l'intérieur de l'entreprise, lui aussi. Il n'y est pas en permanence, mais donc il y vient. Vous avez vécu des situations. Est-ce que vous pouvez partager cette expérience de ce que vous avez vu sur plusieurs années, en rappelant rapidement votre parcours, évoluer? Et ce que vous pensez peut-être aussi qui pourrait être donné comme perspective de collaboration, puisqu'on est là, dans l'interprofessionnalité, c'est souhaité. Bonjour à tous. Alors moi déjà, je ne suis pas content d'être là. Là. J'aurais préféré avoir le pupitre et pendant plusieurs heures, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Donc je suis très heureux quand même d'avoir 10 minutes, 5 minutes. Effectivement, donc j'ai un petit peu de poil blanc. Déjà, vous m'avez traité de vieux 2 fois, mais j'accepte. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à la METRA, comme chacun connaît, comme l'interentreprise de médecine du travail à Montpellier. Et depuis quelques années, je suis dans un service autonome chez Orange, donc une autre grande entreprise qui a traversé, comme vous le savez, de grands tracas dans les années 2008-2009 et qui a mis en place, elle aussi, tout un tas de process pour que ça ne se reproduise plus. Alors, j'aurais envie effectivement de vous raconter plein de choses. Je commencerai par la première anecdote qui m'est venue, c'est celle d'hier, puisque hier, j'étais invité par des managers de Orange dans un département voisin. Et le thème de la journée, c'était globalement, nous, managers masculins, on en a ras-le-bol de la féminisation de l'entreprise, parce qu'avec les femmes, on ne s'en sort pas. Voilà. Donc, on a bien fait de vous faire venir. Et donc, j'ai abordé le truc comme vous, c'est-à-dire il ne s'agit pas de parler des hommes, il ne s'agit pas de parler des femmes, il ne s'agit pas de parler des homosexuels, des noirs ou de je ne sais quoi, il s'agit bien de parler de l'homme. Et on est tous là avec cette idée de comment faire progresser le niveau de conscience de l'humanité, de l'altérité, ce dont on parle aujourd'hui. Et ça a été assez étonnant parce qu'au bout de 3 quarts d'heure, il y a un manager qui m'a dit « Mais globalement, vous êtes venu pour pas du tout répondre à la question. » Je lui dis « Ben oui. » Et à la fin, il m'a dit « Sincèrement, après 2 heures avec vous, c'était super, j'ai appris plein de choses et j'aimerais bien qu'on renouvelle l'expérience. » Donc, il y a de l'espoir. Voilà. Il y a de l'espoir. Mais je dois dire que des anecdotes cruelles et difficiles, j'en ai connu plein. Je me souvenais, on l'évoquait en préparant cette table ronde, de ce dont
dentiste de Montpellier qui ne tenait pas plus ses assistantes dentaires au-delà de 6 mois. Elles partaient toutes en pleurant sous les jets de matériel ou des injures. Je me souviens, là aussi, parce que ce n'est pas très vieux non plus, d'un monsieur qui recherchait une DRH pour son entreprise qui grossissait. 3 femmes, 3 DRH qui, au cours de l'année, vont partir avant la fin de la période d'essai en disant « je ne peux pas bosser avec un fou pareil ». Et je peux rajouter 3 femmes venant me voir en se disant harcelées par leur patron. Je venais d'arriver sur Montpellier, une histoire un petit peu ancienne. Je n'ai pas fait tes causes pour elles. Je suis allé voir l'employeur, j'ai fait mon rôle de médecin du travail, on pourra en rediscuter. C'est-à-dire, nous, c'est orienter, c'est discuter, c'est chercher ensemble des solutions, se servir des techniques cognitivo-comportementales pour ceux qui les connaissent, c'est-à-dire mettre en place des stratégies pour que les choses s'interrompent ou aillent mieux. Et le patron m'a reçu avec beaucoup de bienveillance. Il m'a dit « Docteur, vous verrez ». Docteur, vous verrez. J'étais surpris parce que j'entendais à ce qu'il me jette. Hein, on peut se faire jeter, de quoi vous vous mêlez, c'est une intrusion dans la vie de notre entreprise, etc., etc. Alors que je rappelle notre rôle de conseil. On est là pour donner des conseils, pas pour donner des ordres. Les gens ensuite en font ce qu'ils veulent. Eh bien, ce patron est parti à la retraite. Une des 3 dames a été nommée chef à la place du calife et les 2 autres se sont entre-déchirées contre elle. Et donc, elles avaient mis finalement en place une stratégie pour déboulonner l'employeur, leur employeur, et une fois que la guerre s'est ouverte, de succession, la guerre s'est ouverte. J'ai recroisé le patron quelques mois plus tard, et il m'a dit, je vous l'avais dit, vous avez vu? Eh bien oui, j'ai vu. Hein. Maintenant, quand même, si j'ai encore 2 minutes, vous me faites un grand signe. Je pense quand même que tous et toutes, on a pendant quelques années, et moi le premier, hein, négligé quand même quelque chose. On a négligé finalement la personnalité pathologique. Voilà. Et quelque part, derrière, il faut du soin. Et le médecin du travail, c'est son rôle d'aller dire les yeux dans les yeux à un employeur qui dysfonctionne, qui est indigne, vous avez besoin de vous faire soigner, mais aussi à un salarié. Parce que quid d'un salarié qui, et on connaît cette posture de victime psychologique que certains malheureusement vont traîner pendant peut-être une vie tout entière, à la maison, hein, vous l'avez dit, mais aussi au travail. Et là, je crois que le rôle du médecin du travail, c'est de dépister ça et de permettre aussi que le harceleur, comme le harcelé, s'emploie à s'occuper de sa personnalité et de voir comment lui peut mettre en place une stratégie pour aller mieux et progresser. Mais j'ai pas de choses que j'aurais tellement aimé vous dire, mais on en reparlera peut-être après. Mais on va revenir. C'est ça. Bon, alors c'est bien alors. Allez. Vous en faites pas, vous pourrez reprendre la parole tout à l'heure. Maintenant, merci beaucoup. Donc, médecin du travail de cette exprimé, on voit bien que vous arrivez dans l'entreprise et que vous avez un rôle et que vous faites en sorte effectivement de déceler, de détecter et puis de conseiller en interne des stratégies. C'est important parce qu'effectivement, le dirigeant aussi peut être tout à fait désemparé et pas savoir, on ne peut pas avoir vu, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on peut avoir beaucoup de souhaits, mais si on n'a pas les outils pour déceler, heureusement qu'il y a des gens qui sont des professionnels et qui peuvent déceler. Alors voilà, là on y vient aussi, on poursuit sur 2 témoins, voilà, 2 témoins qui sont des témoins, une à l'intérieur aussi, mais très spécifiquement désignée, et puis Gabriella qui a aussi un regard extérieur sur ce qui se passe et sur ce que des professionnels libéraux peuvent apporter comme soutien. Voilà, on arrive au référent qui est une des solutions, enfin une innovation, hein, et donc comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Moi, je travaille dans une entreprise qui est familiale, très cocooning, on fait attention à tout, Et donc, j'y suis rentrée en 2008, nous étions 25. Aujourd'hui, nous sommes 120. Donc, une explosion des chiffres, une explosion de tout. Donc, j'y suis rentrée, on n'avait pas de délégué du personnel, pas de CHSCT à l'époque, on n'avait rien. Donc, on a tout mis en place. Je suis partie, je me suis engagée au CSHCT, donc j'étais plus sur la sécurité et l'organisation des postes de travail, parce que là, pareil, on avait des chaises basiques, quoi. Donc, il a fallu tout transformer. Après, nous avons des patrons très attentifs, très aux petits soins. On a des formations de communication non violente. On a
On a plein de choses comme ça qui sont à notre portée. Et en 2018, j'ai été élue dans le rôle de harcèlement, référent harcèlement. Et là, je me suis dit, bah ok, mais qu'est-ce que je fais? Donc, sans formation, sans rien, on nous jette dedans. Et donc, pendant 2 ans, j'ai demandé, est-ce que je pourrais faire une formation sur le harcèlement? Est-ce que je pourrais? Et en fait, non. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai enfin eu ma formation. Donc, je leur ai fait une petite pancarte que j'ai affichée partout dans l'entreprise parce qu'en fait, je n'avais pas accès au journal. On a un journal interne où on peut faire passer des choses. Et le harcèlement, c'est un peu un gros mot dans notre entreprise familiale. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais l'accrocher au mur comme ça. Et ça a fait travailler des gens. Ça a fait bouger. Les gens se parlent mieux. Et surtout quand on leur met les peines de prison et les amendes qu'ils peuvent avoir voilà, la sanction fait un peu. Ça a été, mais magique, ouais, magique. Donc voilà, donc on a eu des soucis de harcèlement qui sont pas pris comme des harcèlements. Donc c'est la collègue qui le prend mal, c'est voilà. Je rigolais. Est-ce que je rigolais. Ouais. J'ai une petite question, parce qu'on en avait discuté en préparant la table ronde. J'étais intéressée de savoir combien de personnes étaient venues vous voir. Parce que ça aussi, c'est bien d'avoir les règles, de nommer, mais de fait, alors officiellement ou officieusement. Parce que officieusement, j'en ai eu plusieurs. Parce qu'en fait, moi, je travaille seule dans un atelier, mais je tourne beaucoup dans les ateliers. Donc, je sens un petit peu Pardon, mais ça, c'était important. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans l'entreprise, dans un endroit où il est possible de venir me voir. Voilà, de venir se confier. C'est ça. Voilà, c'est secret. Je ne travaille pas avec plusieurs collaborateurs. Donc, en fait, officieusement, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir, mais qui ne veulent surtout pas faire de vagues, surtout pas aller plus loin, surtout pas en parler, monter au-dessus. Et ça reste entre nous. Et donc, de ce côté-là, moi, j'essaye de les emmener à aller un peu plus loin. Mais tant qu'on n'a pas leur accord, eh ben, on reste à rien faire, quoi. Et ça me peine, quoi, de rien faire. Et officiellement, j'ai aucun. Officiellement, il n'y a personne. Il n'y a personne qui vient me voir pour me dire je me sens harcelée, je me sens oppressée. Or, qu'on a eu des départs de rupture conventionnelle il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce n'était pas un problème de harcèlement, c'était pas. Voilà. Peut-être effectivement pour ceux qui ne sont pas nécessairement au fait, Mickey Yambaya pourra confirmer. Ce qu'il faut savoir, parce que vous parlez de départ, c'est que c'est parfois ce qui est même conseillé, tellement la situation est insupportable à vivre, qu'on est donc en face de quelqu'un qui est en danger pour sa santé, et que voilà, on arrive à ça. Alors, est-ce que je peux transmettre le bâton de parole à Gabriella pour dire, mais justement, est-ce que il y a une frustration effectivement de quelqu'un qui est investi d'un rôle qu'elle souhaiterait manifestement exercer. Est-ce que effectivement, Gabriella, vous qui exercez, qui êtes victimologue, coach, vous arrivez vous de l'extérieur, pouvez apporter quelque chose? Quel est votre regard? Mon regard et mon expérience surtout, c'est que, après je ferai le lien avec l'association pour la prévention du harcèlement à l'école, c'est justement dans les entreprises où des cas sont dénoncés, où des professionnels venant de l'extérieur en sont appelés pour agir, qu'il y a effectivement moins de harcèlement. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans les établissements scolaires. Comme elle disait justement, il y a deux passages qui m'ont beaucoup interpellée. Elle dit déjà, le mot harcèlement, c'est imprononçable en entreprise, et surtout pas de vague. En fait, on pense que c'est ça, et dans les entreprises et dans les établissements scolaires, la qualité, disons le niveau
d'une entreprise ou d'un établissement est jugé sur la base du nombre de cas d'harcèlement. On en parlait tout à l'heure, justement, alors que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire, justement, c'est la façon dont on s'y prend du moment où les cas sont dénoncés qui peut déterminer la qualité et le niveau. Voilà. C'est exactement, ça me parle beaucoup, tout ce qu'elle a raconté, pas de vague. Les personnes qui viennent surtout, par exemple, quand ils viennent me voir, c'est pas moi qui va dans les entreprises, ils viennent me voir, oui, je veux agir, je veux avancer, mais je ne veux pas que ça se sache, par exemple. Comment est-ce qu'on peut témoigner sans dire des noms? Comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses sans vouloir afficher des situations? Ça, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Après, effectivement, il y a un accompagnement à l'extérieur qu'on peut faire pour que la victime prenne donc, sa vie en main et qu'il prenne ses décisions, et effectivement, qui sont autres que rester dans l'entreprise ou d'y rester autrement, etc. Donc, il y a des techniques qu'on peut s'approprier pour contrebalancer les attaques, mais bon, ça reste quand même difficile. La fuite et le changement de poste restent quand même les solutions à privilégier, avec un accompagnement à côté qui fait en sorte que la personne puisse reprendre un peu la main sur ses émotions et sur tout ce qu'elle a vécu. Alors parce que, et là je vais peut-être simplement, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers, vous avez vu, c'est riche cette journée, donc tout le monde ne peut pas être partout. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ateliers évidemment qui sont consacrés aux mécanismes qui sont à l'œuvre. Dans ce que j'entends, tu viens de dire, donc je rebondis, c'est de renforcer la victime, de pouvoir donc lui donner un espace où elle puisse effectivement s'exprimer, pour aussi dépasser l'isolement dans lequel souvent elle a été conduite. Comment il est possible, en parallèle, et puis Annie Kimmerer donnera son avis. Une personne qui se dit victime, qui se déclare en tout cas victime, peut tomber malgré elle dans un piège, dans le piège de la victimisation, dans ce cercle vicieux de la victimisation. Pour moi, le rôle essentiel, et d'ailleurs c'est certainement ce qu'elle évoquait en tant que référente, c'est de faire comprendre et d'accompagner la victime à ce qu'elle se, entre guillemets, responsabilise. On a utilisé cette expression dans l'atelier, c'est-à-dire il faut qu'elle prenne conscience qu'elle est l'actrice principale de ce changement. Tant qu'il n'y aura pas tant que l'accompagnement sera dans la complaisance, c'est-à-dire oui, tu es victime, donc tu es faible, donc voilà, la victime ne réagira pas. Dès qu'il y a ce déclic, il y a tout un monde qui bougera autour d'elle, que ce soit des professionnels de la justice, des coachs, même au sein de l'entreprise, etc. C'est absolument essentiel de lui faire prendre conscience que ces valeurs ont toujours une place essentielle dans son changement, dans ses choix, et qu'il y a quand même une sphère, une partie de sa personne qui ne pourra jamais être touchée par toutes ces attaques. Voilà, c'est un peu ça le but. C'est plus complexe que ça. Oui, ce qui me touche beaucoup en fait en entreprise, c'est que la relation d'emploi, c'est quand même une relation particulière. C'est aussi une relation il y a de l'argent aussi. Là, je parle pour certaines personnes qui sont en situation vulnérable. C'est pas une relation pour tout le monde facile à couper. Il y a aussi parfois, et d'ailleurs malheureusement, moi j'ai vu beaucoup de gens d'entreprise qui, quand ils ont même pris le risque parfois de dénoncer certains faits de harcèlement, qui très souvent perdent leur emploi par la suite, ou quand ils ne le perdent pas, ont une réputation dans les entreprises extrêmement délétère, ou deviennent au contraire des boucs émissaires qui regardent, elles se plaignent toujours. Enfin, moi j'entends des choses comme ça, c'est assez horrible en vérité. Et donc, il y a cette dimension à la fois de relation de dépendance financière qui, pour certaines personnes, est un vrai casse-tête, parce que si elle part, comment elle fait, en fonction, là, il faut vraiment être accompagné, comme le disait très justement là. Et puis, il y a cette notion collective, c'est-à-dire que ça renforce encore plus la complexité, c'est-à-dire que c'est aussi un problème collectif, et quand il est légitimement inacceptable pour tous, alors ça marche très bien, parce qu'il va y avoir du soutien, il va y avoir de l'entraide, il va y avoir tout ça. Mais quand c'est l'inverse qui se passe, dans certains collectifs, malheureusement, ça se passe, là, ça devient vraiment compliqué. Parce que là... Et alors là, oui, je rebondis sur ce que vous avez tenu comme propos, qui est essentiel dans la compréhension de cette évolution.
c'est ce qui est souvent souligné comme un maillon important du collectif qui n'est plus là, ou en tout cas vers lequel ne se tournent pas les victimes. Ce sont les représentations du personnel, les syndicats. Et vous l'avez souligné dans l'introduction, ça me paraît tout à fait important, et je l'ai entendu à plusieurs reprises. Peut-être que... Moi, une petite vision en tant qu'entreprise. Hein, voilà. Moi, je pense que le premier postulat, si on veut lutter contre ça, c'est qu'il faut qu'au niveau de la direction d'entreprise, il y ait quelque chose de très clair sur de la tolérance zéro. Ça n'est pas acceptable. C'est le cadre, c'est ça. La personne le harceleur, il sort du cadre, ça n'est pas acceptable. Et je pense que déjà, ne serait-ce que cette posture, ça protège aussi la victime parce que ça la renforce dans ses valeurs. Donc ça. Et ensuite, alors après, pour avoir mis un cadre, c'est bien joli, mais comment on fait après pour dispenser un peu tout ça et je ne dis pas évangéliser, mais on n'est pas très loin, c'est que moi, ce que j'entends, par exemple, sur des exemples sur Orange, je pense que la MDF, on pourrait jouer un peu la même chose, hein, hélas. Hélas, pardon, excusez-moi, je vous interromps. Hélas, et tant mieux. C'est-à-dire que si les managers m'ont appelé sur ce sujet-là, c'est qu'ils ont le droit d'en parler et qu'on est dans une grande entreprise où on en parle. Au contraire, c'est hélas, mais c'est super. Hein. Oui, je suis d'accord. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est en marche. Il y a quelque chose de transformation. Et après, il faut battre et rebattre le fer. C'est-à-dire que nous, par exemple, mais on est une grosse structure et effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de faire ce qu'on fait. Hein. Mais on a mis en place des formations obligatoires sur le harcèlement sexuel sur tous les managers. Et dans une entreprise comme la nôtre, quand on dit formation obligatoire, il faut vous assurer qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'on était harcelé par la direction formation sur tu dois assister à cette formation. Tu as 6 sessions qui s'ouvrent à toi pour l'année. Inscris-toi, j'ai pas le temps. Inscris-toi, j'ai pas le temps. Inscris-toi, j'ai pas le temps. Si tu t'inscris pas, ça va pas bien se passer, donc je m'inscris. Donc tout le monde y est allé. On est sur un système de management assez masculin à EDF. Et on a eu des formations d'une qualité extraordinaire avec des gens externes à EDF, ça c'est important, qui ont parlé de harcèlement sexuel, qui ont expliqué donc de façon très pédagogique ce que c'était que le harcèlement. Les managers ont pris conscience du fait que, ah mince, ça, le sexisme ordinaire, etc., etc. On a parlé de sanctions, et ça je suis tout à fait d'accord, que ça n'est pas accepté, que c'est sanctionnable par la loi, etc. Donc il y a cette prise de conscience qui a été faite et qui était très forte, mais il n'empêche que tous les ans, il faut en reparler, il faut sensibiliser, parler, informer, parce que pour moi, ça permet de protéger les victimes. Et puis, ce qui me semble intéressant, après j'arrête, c'est le fait de ne pas avoir que des référents internes à l'entreprise. C'est compliqué d'aller voir son collègue ou son chef en lui disant, tu sais, j'ai un problème, je suis harcelée par le petit copain à côté. C'est très compliqué. Nous, on a mis en place soit une cellule harcèlement nationale, c'est-à-dire que vous appelez, vous tombez sur quelqu'un qui ne vous connaît pas et vous pouvez lui parler en toute confidentialité de votre problème. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez parler d'un problème avec votre hiérarchique ou votre collègue. Et on a mis aussi en place un réseau d'accompagnement avec des assistantes sociales, avec des réseaux externes, où on met ça à disposition en disant si tu ne veux pas nous en parler à nous, on peut comprendre, mais parle-en aux autres. Donc c'est ce qu'on essaie, je vous dis ce qu'on met en place, mais bien évidemment il y a encore plein de choses à faire et je suis persuadée qu'il y a encore beaucoup de femmes et d'hommes qui ne parlent pas et qui n'osent pas en parler. Mais on essaie d'ouvrir un peu ça et de dire le médecin du travail est là pour t'accompagner, parce que parler à ses pairs, c'est pas toujours simple. Voilà. Alors, merci beaucoup du témoignage parce que ça tombe tout à fait bien, je pense, dans cette idée de... super bien préparé. Voilà, c'est vrai que c'était tout à fait... Vous avez été très, très contributif. Et en l'occurrence, en effet, je trouve que ce qui est intéressant dans l'externalisation, finalement, il y a même des sociétés vers lesquelles on peut se tourner qui proposent de gérer des appels. En effet, ça se développe aussi. Donc, en effet, de permettre de consulter à l'extérieur. Mais je trouve que ce qui est important dans la démarche, c'est qu'effectivement, ça vient de la direction. Donc, on voit bien que c'est une direction d'entreprise, quelle que soit la taille, qui donne la possibilité et qui dit vous pouvez aller, donc je considère cette parole. Voilà, je pense que c'est ça le message fort qui est derrière le fait de donner des outils.
Alors, vous vous êtes exprimé sur des formations. On reviendra, il y a un atelier, je dis cet après-midi, un atelier qui est consacré aux outils de prévention, et notamment aux référents. C'était important aussi de dire qu'il y a d'autres, en effet, personnes dont le référent extérieur. Il peut y avoir aussi un médiateur qui peut venir assister. Donc, je pense que là aussi, il est même proposé à des référents, des formations d'ailleurs, pour exercer ce rôle. Donc, on voit bien que la formation, là, est un levier important de transformation. Je voulais qu'on puisse finalement terminer cette table ronde vers ce qui plus profondément va transformer la société, c'est-à-dire la formation dès le plus jeune âge. Parce que c'est là que c'est là que c'est important qu'on apprend et qu'on apprend tout petit à gérer, et même en maternelle, à gérer de la même manière qu'on a vu des programmes de formation. Il faut impliquer tout le monde, parce que c'est toujours, il me semble là aussi, un message fort, on l'a entendu à plusieurs reprises, c'est qu'il y a beaucoup d'interdépendance, un petit peu comme la RSE, il y a les parties prenantes, il faut que toutes les parties prenantes soient intégrées dans les entreprises de formation. Donc on voit à l'école, je voulais donc donner la parole à Gabriela, qui décidément a plusieurs casquettes, qui est très engagée sur ce point. On a eu un atelier ce matin, il y aura probablement une intervention pour dire ce qui est la richesse de l'atelier. Gabriela, tu as porté un projet européen. Est-ce que donc, tu peux partager cette expérience pour effectivement sensibiliser et former à l'école? À l'école, oui. Il y a 7 ans, on a créé une association, ALFE, qui est l'association pour la prévention du harcèlement à l'école. Alors, à l'école, parce qu'il fallait une voyelle, mais pas que à l'école. C'est-à-dire que c'est vrai que les enfants, ils passent la plupart de leur temps à l'école, mais des phénomènes similaires, on peut les retrouver aussi dans les clubs sportifs, etc. Donc, le harcèlement entre enfants, heureusement, on en parle depuis quelques temps. Donc, ça fait 7 ans. Donc, entre 2016 et 2018, on a eu le plaisir de participer à ce projet européen en tant que partenaire associé d'une grosse structure qui est sur Nîmes. Donc, en fait, on a représenté la France dans ce projet européen. Le projet BIC, c'est Bullying in Institutional Care, c'est-à-dire, donc, avant tout, BIC était une étude de terrain, parce que ceux qui ont réfléchi à cette méthode se sont dit, on sait ce qui se passe à l'école, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans les structures où les enfants sont placés, où il y a d'autres dynamiques, etc. Ça, on ne sait pas. Donc, en fait, on est parti de là. Je ne vous ai pas tous les détails de cette première partie de cette démarche, cette étude de terrain, qui m'a passionnée personnellement, parce que j'ai rencontré les enfants, les éducateurs, on avait des questionnaires, etc. Donc, bien évidemment, on a avant tout déployé la méthode qui est issue, en fait, de cette première étude de terrain, qui a été conçue par 2 universités. Donc, l'université de Turku en Finlande, qui est la même université qui a réfléchi à la méthode KIVA. C'est une méthode de prévention du harcèlement entre enfants qui est utilisée, qui en Finlande est connue depuis plus de 20 ans. Donc, les Scandinaves sont quand même assez à la pointe sur ces thématiques-là. Et la méthode NOTRAP, qui est une méthode qui a été conçue par l'université de Florence en Italie. Donc, on était 5 pays européens, je vous disais, on a représenté donc la France. Qu'est-ce qui caractérisait cette méthode? Et je reviens, je fais un lien avec ce qui est dit dans le monde de l'entreprise. Le projet pouvait être mis en place dans un établissement, c'est-à-dire nous, on pouvait rentrer, former les professionnels uniquement si c'était un projet de la direction, si c'était porté par la direction de l'établissement, soit un établissement scolaire ou une MEX, une autre maison d'accueil pour enfants, des lieux de vie, etc. Donc ça, c'était essentiel. Première étape, donc une présentation, c'était la direction qui présentait le projet. Donc, alors, c'est un projet, donc, c'est une méthode qu'on a testée et dans les maisons, dans les MEX, donc, dans les structures d'accueil et dans les établissements scolaires, parce que, bien évidemment, les enfants qui sont placés sont aussi scolarisés. Et on a eu effectivement d'excellents résultats pendant 2 ans. On a testé cette méthode à l'école primaire, au collège, au lycée, donc dans les structures d'accueil. Et c'est une méthode, en fait, qui est une méthode transversale. Moi, j'aimerais beaucoup la proposer aussi dans le monde de l'entreprise, parce que l'objectif de cette méthode, c'est d'aider les enfants à développer l'empathie.
à reconnaître les émotions positives qui découlent après un acte de générosité ou tout simplement de respect. Hein, parce que... Et bien évidemment, décortiquer le phénomène du harcèlement, apprendre aux enfants, mais surtout aux professionnels, la différence entre le conflit et le harcèlement, parce que des fois, les parents qui nous appellent à l'association nous disent « Oui, l'école, il n'a rien fait, c'est pas vrai, l'école, il a probablement essayé de faire des choses », mais ils ont traité la situation d'harcèlement comme s'il s'agissait d'un conflit. Et donc, il n'y a pas eu, bien évidemment, les résultats attendus, parce que ce n'est pas du tout la même chose, etc. Donc, cette méthode, malgré le fait que 2 ans ne sont pas suffisants hein, pour comprendre vraiment les résultats, bon, avait comme objectif d'être introduite dans un établissement et que ça perdure. Donc, nous avons formé les adultes qui, à leur tour, ont formé les enfants, ont organisé les ateliers avec les enfants, les mêmes ateliers que nous avons organisés avec eux. Cette méthode se base sur 4 rencontres de 2 heures, plus la première et plus d'autres, bien évidemment, d'autres actions à côté. La création, par exemple, d'un groupe de référents que dans les établissements est à la fois composé par les adultes, les professionnels et les adolescents et les enfants. Un groupe de référents qui rédige un protocole qui est, bon, ici en France, on a un peu repris le protocole de traitement des cas de harcèlement parce qu'il y a un protocole qui a été rédigé par le ministère de l'Éducation nationale, mais la plupart des établissements scolaires ne le savent pas. Des référents harcèlement dans les collèges ne le connaissent pas. Voilà. Ça existe. Hein. Il y a des obligations, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de la problématique du harcèlement. Donc, et ce qui est particulier, très intéressant dans cette méthode, c'est que en fait, il y a 2 tranches d'âge, bien évidemment, parce que la méthode est adaptée, 6-11 ans et 12-18 ans. Et dans la tranche d'âge 12-18 ans, la méthode se base sur l'éducation entre pairs. C'est-à-dire que les adultes formés forment des adolescents qui, à leur tour, vont intervenir auprès de leur père. Et ça, c'est une démarche qui donne des résultats surprenants. En quelques mois, il y a des situations qui sont transformées parce que autant à l'école, bon, même si c'est vrai que le cyberharcèlement, ce qu'on appelle le cyberharcèlement aujourd'hui, les enfants n'ont jamais de pause, sont harcelés, même à la maison, etc. Mais c'est différent à l'école ou en institution. En institution, l'institution, c'est un lieu de vie, c'est un endroit où les enfants partagent la nuit, les repas, etc., où on a découvert y avoir des dynamiques très particulières dans les situations d'harcèlement qu'on ne connaissait pas. Par exemple, les enfants sont très soudés, font groupe, font corps. Quand ils sortent de l'établissement, ils font des activités à l'extérieur. Mais dès qu'ils reviennent dans l'établissement, les hiérarchies se remettent en place. Oui, c'est assez surprenant ça. Et bien évidemment, le phénomène de la victime que devient agresseur est assez présent. Un enfant qui est harcelé en établissement scolaire devient harceleur à l'école et vice-versa. Il peut y avoir plusieurs de ce phénomène. Donc, c'était une étude très, très intéressante. Donc, sur la base de tout ce que chaque pays, on était 5 pays européens, que chaque pays a envoyé comme premier rapport, le premier rapport après les premiers questionnaires. Donc, cette méthode était adaptée et c'est une méthode, en fait, qui est universelle. Je veux dire, 5 pays, on était, des pays on a des problématiques différentes, mais quand même, ça fonctionnait. Par exemple, la Grèce, qui participait à ce projet, avait un gros problème avec l'immigration. Donc, il y avait beaucoup de jeunes enfants qui arrivaient, donc notamment de Syrie, seuls, qui ne parlaient pas la langue, qui étaient en institution et qui étaient victimes ou auteurs d'harcèlement. Comment faire passer le message? Voilà, donc cette méthode est transversale, s'adresse à l'être humain, hein, c'est ça, elle va à la recherche de ce que l'être humain souhaite, hein, donc des relations qui répondent à certains critères que tout le monde peut accepter finalement, et ça donne des résultats. Donc je pense que nous avons créé l'association aussi il y a 7 ans parce qu'on s'est rendu compte, on est des professionnels travaillant dans le monde de l'entreprise, et on s'est rendu compte qu'il y avait, qu'il y a soit des psychologues du travail, soit d'autres, des différents professionnels. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui étaient victimes d'harcèlement en milieu professionnel l'avaient été à l'école.
Beaucoup d'auteurs, on soupçonne, parce que les auteurs, on en a parlé ce matin, bon, l'honnêteté, la sincérité, c'est un peu compliqué, mais de manière... Donc, on s'est dit, peut-être, si on aide des enfants à se construire de manière différente et non sous le modèle de la victimisation, voilà, il y aura peut-être moins de problèmes par la suite. Et en tout cas, voilà, des enfants qui sont en souffrance, c'est bien évidemment inacceptable, tout être humain. Et on est effectivement sollicité par des parents qui ont des enfants à l'école primaire, voire en maternelle. Oui, voilà, je confirme. Donc, cette méthode existe aujourd'hui en France. C'est un programme de formation parce que nous sommes aujourd'hui des organismes de formation. Donc, on forme des professionnels à cette méthode. Merci. Et on attend. Merci beaucoup. Il y aura peut-être justement des réactions tout à l'heure. Donc, on voit bien le parallèle entre l'entreprise et l'école, non seulement dans la manière dont on le réfléchit, et finalement, on entend bien que c'est le principe de la tolérance zéro, de la même manière que entre la direction de l'entreprise et c'est tolérance zéro. On a entendu tout à l'heure aussi, Gabriela, la direction d'école doit donner un message ferme, et le message ferme, finalement, voilà, tout ça, on voit bien que finalement, les méthodes peuvent s'inspirer les unes des autres. Et je pense que les outils des uns et des autres, en effet, on a entendu tout à l'heure que c'était bon de partager les outils entre les entreprises, au-delà de la concurrence. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif commun. Enfin, donc, et c'est cette idée qu'on grandit, personne ne gagne dans un monde qui perd. C'est Patrick Dumière qui le disait, c'est tout à fait vrai. Enfin, je suis très convaincue, parce que je trouve que la formule est tout à fait limpide, enfin, elle parle beaucoup. Et puis, je voulais pouvoir donner la parole à Danielle Morel, qui a été co-organisatrice en plus de cette journée. Et Danielle, on a eu un atelier passionnant tout à l'heure, évidemment. Couru, parce qu'effectivement, il s'agit de l'éducation et de ce qui se met en place. Et on voit bien là aussi, et ça fait plaisir, que les choses évoluent et qu'il y a vraiment un mouvement. Mais il était question, et je pense que c'est Caroline qui le disait au début, il y a la formation, et puis il y a la communication. Et on a beaucoup réfléchi sur la communication parce qu'on ne sait pas, les uns les autres, exactement ce qui se fait, ce qui se pratique. Et c'était dans le cadre de la préparation, Josiane, vous disiez vraiment, mais ce qui est important, c'est en effet, c'est le partage des bonnes pratiques, et puis c'est la communication pour que chacun soit informé. Alors, Daniel, oui, alors c'est comme ça que nous avons pris ce matin, nous avons la chance d'avoir ce matin la présence de Sophie Gambarotto, qui est référente harcèlement scolaire pour l'Hérault ce matin, qui est conseillère principale d'éducation et qui est à la fois responsable de l'équipe mobile académique et de sécurité dans les établissements. Alors voilà, ce sont des équipes qui ont été mises en place en 2012 par les académies, et c'est le recteur qui décide de la composition de ces équipes. Donc sur l'Hérault, le recteur a décidé de mettre à la tête de ces équipes-là des conseillères principales d'éducation, accompagnées de gendarmes et de policiers, et donc ils interviennent dans les établissements scolaires sur demande des chefs d'établissement, proviseurs, principaux, etc. Ils interviennent pourquoi? Parce qu'il y a réellement une motivation, une sensibilisation qui a été faite auprès des chefs d'établissement et de prévenir ce harcèlement. Et donc, ils reçoivent eux-mêmes une formation par des masses pour repérer le harcèlement, pour savoir comment le traiter. Ils ont inséré dans leur vie donc, un projet de vie contre le harcèlement. Et c'est un travail qui dure toute l'année, qui a été mis en place. Et elle nous expliquait qu'il y avait eu quand même de gros progrès de fait, même s'il y a encore quelques erreurs qui sont commises, mais qu'il y a nombre d'erreurs qui ne se reproduisent plus. Et les professeurs sont de plus en plus informés que tout ce qui est grave, tout ce qui relève du harcèlement, qu'il faut le traiter, le prévenir. Ils sont très sensibilisés. Et qu'à présent, les professeurs sont responsabilisés sur le sujet. Et donc, ils ont bien compris qu'il y a eu une époque, il y a eu justement des cas d'actualité récemment,
où certains professeurs entraient dans le jeu de harceleur parce qu'ils avaient du mal à gérer les classes quand ça se produisait. Donc, en cela, ils ont été accompagnés aussi par des mesures gouvernementales. On a vu sur Légifrance le Code de l'éducation nationale, qui est apparemment affiché dans les écoles. Il y a une journée nationale harcèlement qui se déroule tous les premiers jeudis après les vacances d'automne, une journée nationale où justement l'attention est attirée. Il y a des actions qui sont effectuées chaque année. Et puis il y a des ambassadeurs, pardon, mais moi j'ai trouvé que ça c'était tout à fait magique. Oui. C'est la création et le développement d'ambassadeurs élèves et qui va se mettre en place, qui aurait dû se mettre en place d'ailleurs. C'est tout à fait une initiative tout à fait récente, et donc où effectivement les élèves vont pouvoir incarner et jouer un rôle. Être formés à l'écoute, aux actions diverses à varier, et donc dans les classes, il y aura un représentant. Ce sera un ambassadeur. Donc, ça devait être mis en place, mais il y a eu la crise sanitaire et avec le confinement, ça n'a pas été possible. Mais a priori, ils vont reprendre ce projet-là. Et bon, ils espèrent avoir de meilleurs résultats. S'ils forment les élèves pour chaque classe, où ils vont pouvoir s'épancher et ils vont pouvoir aussi délivrer des informations à leurs camarades, étant eux-mêmes formés. Voilà. Et la réflexion qui se faisait aussi, c'est que c'est bien que les enseignants soient impliqués, c'est formidable aussi forcément que les élèves soient impliqués, parce que voilà, c'est ça, mais c'est bien aussi que les parents soient informés de ce qui se passe à l'école, parce qu'il n'est pas rare qu'effectivement, exactement comme dans les entreprises, quand il y a des jeux de rôle, quand il y a des entreprises de formation qui se mettent en place, et c'est très très bien, c'est pas neutre. Ça interpelle tout le monde. Donc les élèves ensemble, voilà, à un moment donné, on voit bien qu'ils revivent des choses et que donc il y a des suites et que forcément ils peuvent rentrer ces enfants à la maison en disant effectivement je suis témoin de ce qu'il y a un élève qui est un camarade qui est bousculé. Et donc je pense qu'en effet c'est important. On voit bien à quel point cette vision globale de tout l'environnement qui est impacté doit être partie prenante de ces opérations pour que ça puisse avoir le maximum d'efficacité et qu'il n'y ait pas de surprise, de mauvaise interprétation qui irait finalement, qui serait un peu contradictoire avec ce qui a été souhaité comme initiative ou dans l'entreprise ou à l'école. Voilà. Merci beaucoup. L'éducation à partir de l'école, c'est comme ça qu'on arrivera à progresser. Voilà. Et alors, on retrouve dans l'école aussi un peu un parallèle, c'est-à-dire qu'en effet, il y a, tout ça va se travailler dans les ateliers, il y a des infirmières. L'infirmière est une personne privilégiée parce qu'effectivement, elle est extérieure, souvent, donc, à l'école, elle vient et un certain nombre d'élèves peuvent aller, on trouve là, en fait, une personne ressource, un lieu ressource où il est possible d'aller s'exprimer. Donc là aussi, il peut y avoir aussi une coordination entre la direction et l'infirmière pour faire en sorte que la détection éventuelle soit suivie des faits. Détecter, c'est bien, et puis traiter, c'est mieux, et former, c'est de la prévention. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, parce qu'en plus, ça a donné des idées, et notamment en termes de communication et de diffusion de ce qui se passe pour que des professionnels libéraux aussi, et au sein des professionnels libéraux, je pense à l'UAPL, puisqu'on en rassemble un certain nombre, ça tombe bien, et qu'on puisse effectivement sensibiliser ces professionnels qui peuvent intervenir à un moment donné autour de l'école, dans l'école, auprès des... Voilà, c'est qu'effectivement, il est important qu'il y ait un mouvement d'implication des uns et des autres, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à tisser tout ce qui doit être relayé, parce que finalement, c'est une seule et même société, c'est un projet collectif, pour reprendre, c'est pas seulement le projet de l'entreprise ou de l'école, c'est le projet de la société. Oui. Je vous ai dit que je voulais parler. Hein. Mais oui, j'allais prendre la parole, parce qu'on va faire un dernier petit tour. Eh ben, j'ai juste le temps de faire un dernier petit tour. C'est vrai, on a le temps, et je laisse personne. Non, bon. Non, allez-y. Bon. Vous avez bien compris qu'effectivement, c'est très confortable de travailler dans des grandes entreprises, mais vous, pour la plupart, vous êtes dans des petites. Donc, vous devez imaginer que vous avez des ressources possibles.
parce que ce que j'ai fait hier, prendre 2 heures pour discuter d'un sujet de collaboration entre hommes et femmes dans des équipes techniques, c'est un luxe incroyable, un peu réservé dans nos grands groupes. Pour vous, ce que je voulais dire, c'est que avocats, en particulier, je m'adresse aux avocats dans la salle, vous êtes les conseillers principaux des employeurs. Le médecin du travail, il vient déjà en deuxième ligne. Le premier, c'est l'avocat. Donc, il faut que vous puissiez porter la parole, que l'employeur peut se faire aider. Je rappelle que Madame Pénicaud, j'avais ramené les 10 commandements du rapport Pénicaud, Larose, Lachmann, que vous connaissez tous. Ça, c'est des choses que vous pouvez porter à l'employeur et lui dire qu'il y a des sociétés spécialisées qui peuvent l'aider. Il y a Liliane Pitot qui est au fond de la salle, qui connaît bien ces sujets-là. Vous avez des psychologues, vous avez des psychiatres aujourd'hui qui se sont spécialisés sur le travail. Donc, il n'est pas tout seul. Parce qu'en fait, ce qui vient aussi cristalliser les malaises, c'est que les gestionnaires, les patrons peuvent se sentir seuls. Porter la parole que ce n'est pas vrai. Il y a du pluridisciplinaire sur le sujet. On a parlé bien sûr des associations. Enfin, voilà, je ne vais pas utiliser tout mon temps de parole, mais en tout cas, voilà, il y a des ressources, il y en a, et il faut le dire. On n'a pas parlé non plus de l'inaptitude, qui est aussi une manière de sortir des structures. On pourrait faire une journée, à mon avis, complète sur l'inaptitude aussi. Et puis, comment dire ça? J'ai essayé de trouver une citation pour terminer mon propos, pour terminer en beauté. Donc, je suis allé chercher auprès des philosophes grecs qui racontaient déjà la même chose que l'on raconte aujourd'hui. C'est assez spectaculaire de voir que tout ce qui se traite en sciences humaines, finalement, est débattu depuis 3000 ans et on fait des progrès, mais très, très lents. Pour ceux qui ont lu d'ailleurs Hariri de l'Homo sapiens, il dit que nous sommes l'espèce dominante parce que nous sommes méchants au fond de nous-mêmes. C'est dans les premières pages. Voilà. Donc je referme la parenthèse. Et en tout cas, il vaut mieux une rupture conventionnelle ou une inaptitude faite dans le calme plutôt que dans la méchanceté. Et je voulais citer juste Roméo Elvis, vous savez, qui est un nouveau chanteur de la scène française. Et il disait, on a le droit de ne plus s'aimer, mais encore faut-il se laisser tranquille. Donc il faut savoir rompre une relation aussi. Je vous remercie. Voilà, merci. Merci encore. Une minute, parce que j'aime bien, dans cette table ronde, donner un petit mot de fin à chacun. Très bref, 2 minutes, mais vraiment top chrono. 2 minutes, mais justement, Eric vous a devancé, mais vous pouvez reprendre la parole. On était sur un réflexe, c'est le développement d'un réflexe interprofessionnel. Donc là, j'aimerais bien un petit tour que chacun puisse dire. Voilà, 2 mots sur qu'est-ce que c'est le réflexe interprofessionnel, qu'est-ce que voilà, un exemple, une idée, l'interprofessionnalité pour vous, c'est. Oui, non, simplement, le mot, c'est que je trouve ça très bien justement de travailler sur des nouvelles formes de collectifs, que ce soit entre professionnels, entre pairs, comme c'était souligné. Nous, on a des étudiants qui ont fait l'initiative, une étudiante de la ici, Shana, qui a monté chez nous une association qui s'appelle Care About Us et qui a justement créé un collectif d'étudiants qui s'occupe eux-mêmes des étudiants et qui travaille aussi avec des professionnels, interprofessionnels pour justement prévenir ces questions de violence et de harcèlement, et ils obtiennent des résultats absolument extraordinaires. Et c'est beaucoup mieux quand nous, professeurs, s'en occupent, et beaucoup mieux quand les dirigeants de notre école s'en occupent aussi. Donc voilà, c'était simplement ça pour souligner que même dans une entreprise, on peut créer des collectifs comme ça, et que j'y crois beaucoup. Oui, et que c'est d'autant plus important quand c'est des jeunes qui le portent, évidemment. Et donc, merci beaucoup, parce que vous êtes aussi une école qui bâtit. On partagera le lien avec cette initiative de vos étudiants. Bien sûr. Non, je vais prendre plutôt ma casquette de vice-présidente de FACEO pour vous parler d'interprofessionnel, puisque c'est un club d'entreprise qui agit donc contre toute forme de discrimination et d'exclusion, comme je viens de vous le dire. Et aujourd'hui, on travaille ensemble avec des professionnels de la médecine du travail, avec des différentes entreprises, avec des référents harcèlement. Et on est en train de travailler sur ce thème dont je vous parlais tout à l'heure, sur les violences sexuelles et sexistes au travail. Et on a pour ambition vraiment de mettre à disposition des supports de com, des supports de sensibilisation, etc., etc. Et bien évidemment, ces supports, on pourra les diffuser auprès du l'UNAPL. Et on peut aussi, c'est ça, et on pourra aussi, donc voilà, travailler tous ensemble au profit d'une cause qui est sacrément commune. Oui. Merci. Moi, j'avoue que l'interprofessionnalité, c'est vrai que j'ai parlé des petits cabinets, c'est un peu compliqué d'être dans l'interprofessionnalité pour lutter contre les violences, mais ça m'a vraiment, en fait, à ce coup,
j'ai souri quand vous avez dit dans l'école, on fait venir la police, parce que là, on parlait du monde de l'entreprise. Et je me suis adressée à ma mère. Allez, faisons venir la police au sein de l'entreprise pour peut-être exposer réellement qu'est-ce qu'un délit, qu'est-ce que c'est, etc. Parce que souvent, on oublie, hein, on dit, là, on vous parlait d'harcèlement. Mais souvent, vous savez, toucher, il y a des parties du corps, est une agression sexuelle. Et moi, je trouve que ce serait pas mal, voilà, pourquoi pas faire venir la police au sein de l'entreprise et voilà, des cabinets. Voilà. C'est mon mot de la fin. Et c'est une excellente idée, effectivement, de faire venir les différents acteurs pour que les gens puissent visualiser aussi voilà, en quoi chacun dans la société contribue avec sa compétence et comment ces compétences-là, ensemble, font qu'il y a, en plus de l'arsenal juridique, un arsenal de personnes et de compétences qui conjointes pour un objectif. Merci beaucoup, Kim. Alors, Eric Ozard, vous avez déjà lancé la... J'étais très content d'être là. D'accord. Merci. Moi, je suis pour aussi faire venir la police et faire intervenir des gens de l'extérieur dans une entreprise, même si nous, on peut aller manger des croissants ensemble, ce sera avec grand plaisir. Et je suis contente d'être là. Et merci beaucoup de ce témoignage du référent qui a vraiment, on a compris, vraiment besoin d'aide, professionnalité autour de lui. Hein. C'était aussi votre message de tout à l'heure. Et personnellement, professionnalité, moi le réseau de professionnels, c'est une des premières choses que j'ai créées personnellement quand j'ai ouvert mon cabinet, quand j'ai commencé à travailler dans les entreprises et aussi pour l'association. Pour moi, c'est essentiel, c'est tout simplement évident, hein, parce que quand on accompagne une victime, en plus moi je suis formée à la victimologie, et la victimologie a le volet juridique, psychologique et médical, déjà ça. Ça veut dire qu'il faut accompagner la victime sur ces 3 niveaux. Et pour moi, c'est évident et c'est essentiel. Donc oui, chacun dans sa spécificité, dans sa particularité, il faut absolument insister, y croire, parce que c'est uniquement comme ça qu'on aide une victime à s'en sortir. Bon, alors c'est un peu le message de la fin, et je dirais qu'il faut toujours boucler la boucle. Et donc on a commencé par les propos de Marie-France Irigoyen, et je pense que là, tu viens de nous donner le lien avec ces propos d'introduction de la journée. C'est qu'au fond, cette interprofessionnalité-là, elle permet de répondre à la complexité des situations. Absolument. Et c'est ce qu'elle disait, c'est toutes les facettes, c'est à la fois les différents cercles. Donc, c'est beaucoup de choses, hein, et puis c'est tous ensemble. Donc, je pense qu'en effet, développer, et à l'école, pour démarrer, une interprofessionnalité, et qu'effectivement, ce soit un lieu qui soit habituel. Enfin, il faut se familiariser avec la manière dont on va vivre ensemble. Et voilà, donc je remercie encore pour la dynamique qu'elle donne, et puis la dynamique qu'elle a donnée aussi au droit, parce qu'elle a permis. Et puis je vous remercie à tous. Je vous rappelle, parce que sinon je vais avoir des difficultés avec la grande chef d'orchestre. Il y a un atelier permanent, parce que c'était aussi une bonne idée ça, de la journée. L'art-thérapie est un moyen d'expression, on sait à quel point l'expression est importante. Donc, il faut utiliser tous les moyens. On avait envie, avec Karine, de vous faire découvrir l'art-thérapie qui, effectivement, permet beaucoup d'exprimer par ce biais, alors qu'on ne peut pas parfois l'exprimer par les mots. Voilà, et donc c'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure, c'est la phase 2, et je sais très bien que ça ne se fait pas, Bénédicte, mais je vais quand même le faire. Je vais poser une question. Alors, non, trop tard pour la question, je vais respecter le timing. J'impose aux autres ce que je m'inflige à moi. Non, simplement, pour dire, merci, tu as animé de main de maître cette table ronde. La seule chose que je te reproche, c'est que tu as fait la publicité que j'appelle déloyale pour l'atelier qui va se passer à 16h. En ce qui concerne la prévention, et vous nous en avez donné vraiment l'eau à la bouche, et un mot pour les cabinets libéraux, parce que là, c'était le monde de la grande entreprise, qui s'est exprimé en donnant un bel exemple. Il ne faut pas que dans les cabinets libéraux,
on se dise qu'on passe à côté, que bon, c'est pas grave, et que des employeurs utilisent encore des citations, comme vient de me le souffler à l'oreille un participant, je ne le nommerai pas, c'est Bernard Delrand. Faut-il dire, comme Paul Valéry, que le charme, l'abus, la direction sans abus n'a plus de charme? Eh bien non, ce temps-là est révolu, et même dans les petits cabinets, il faut se le dire, et il faut parler et prendre conscience de ses propres comportements qui peuvent nous sembler anodins. Donc, pour tout ça, vraiment, la table ronde de la grande entreprise, des dispositifs législatifs qui existent et que, vraiment, la plupart du temps, nous ignorons. Merci d'avoir organisé ça. Mais n'oubliez pas aussi que, puisque le droit est trop en avance sur les comportements, il y a aussi un atelier qui s'appelle la résolution des conflits, auquel je tiens, et je sais très bien d'avance que la répartition est totalement égalitaire à partir de 16h. Puis vous êtes inscrit, donc exactement. Vous êtes fidèle à vos engagements. Mais c'est important aussi, puisqu'on n'en est pas comme en matière de violence conjugale à débattre de la preuve des violences. Donc on a un temps d'avance en matière de violence. En matière de harcèlement, on n'a pas la preuve et c'est le parcours du combattant. Et donc la solution, c'est vraiment dans la prévention et comment désamorcer les conflits. Voilà, c'était mon côté troublion. Merci à tout le monde. De toute façon, vous savez, la frustration, c'est motivant parce qu'on va aller chercher des informations après. Donc, ce qu'on s'est quand même donné, que vous avez reçu une curiosité grâce à la grande organisation de journée, on fera en sorte que vous puissiez partager aussi d'autres supports qui vous permettront de travailler un peu les ateliers. Voilà, merci. Merci. Les ateliers.